Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Marco assume toujours son idée de camp Covid. Il nous emmerde lui, hein. On peut pas y aller dans un camp de vieux, dans un EHPAD, non? Marco regrette-t-il quelque part cette réputation de dure franchise? Certains pilotes ont confié qu'ils étaient terrorisés quand ils voyaient le nom Marco s'afficher sur leur téléphone. En course auto, il y a toujours une excuse pour ne pas gagner, le moteur, les pneus, le châssis. Malheureusement, beaucoup de pilotes sont soutenus par des parents qui dépensent beaucoup d'argent, parfois plus d'argent qu'ils en ont, juste pour réaliser le rêve de l'élever un fils, qui soit un pilote de course célèbre. Il est de mon devoir de leur dire quand ils doivent prendre une autre direction et arrêter de gaspiller leur argent. Nous rendons les championnats possibles. Bien sûr, il y a beaucoup de pression, mais si vous ne supportez pas la pression, la course automobile n'est pas le bon métier pour vous. Le camp Covid, c'était sérieux. Les médecins pensaient qu'une fois que tu l'avais, c'était fini. On ne savait pas à l'époque qu'on pouvait l'avoir une deuxième fois, une troisième fois. Et on a des gens jeunes et forts. C'est comme une grippe. Imaginez si Verstappen l'avait eu l'année dernière au mauvais moment. Le championnat se serait envolé s'il avait manqué une ou deux courses. Ah, ça aurait été dommage. Marco appuie sa légitimité sur une longue expérience de sport auto. Il a notamment gagné aux 24 heures du Mans. Et en 1972, la course mythique de la Targa Florio. Marco a donc connu l'époque particulièrement dangereuse du sport auto. Trouve-t-il qu'aujourd'hui, justement, la F1 a trop sacrifié le spectacle au nom de la sécurité? En 1972, à la Targa Florio, j'ai roulé assez vite, dangereusement vite, mais c'est l'impulsion humaine. Si vous voyez une chance de gagner, il y a tellement d'adrénaline. Les fans étaient certainement attirés par le danger. Je suis heureux que cette époque soit révolue où 2 ou 3 pilotes étaient tués par an, et 5 autres gravement blessés comme moi, qui perdu un œil, et j'ai pas pu continuer à pratiquer ce sport. La première fois que Marco avait rencontré Newey, il lui avait dit « Je suis le docteur Helmut Marko, je travaille pour Red Bull, vous m'appellerez. » Il m'a regardé d'un air un peu étrange. Écoutez, quand Red Bull a décidé d'entrer en F1, les gens pensaient qu'on était juste une entreprise amusante, qui faisait de plus grosses fêtes que les autres. Mon approche était aussi d'être compétitif que possible. Je suis direct sur ce que nous attendons, au final ça a marché. Comment être le coéquipier parfait de Verstappen? Marco ne supporte pas les pilotes gérant mal la pression. Cependant, quand on est pilote face à Verstappen, n'est-il pas inévitable de subir une forme de pression? Avoir Max coéquipier, c'est pas une partie agréable de votre carrière. Max est si spécial. Il a été formé de manière très dure par son père, mais avec beaucoup de succès. Par exemple, quand il avait moins de 10 ans, ils étaient en Italie et dès qu'il commençait à pleuvoir, tous les autres pilotes allaient à la cafétéria prendre un gâteau. Max restait en dehors avec les doigts gelés. On a déjà vu ça, on a déjà entendu cette anecdote. C'est pour ça qu'il est si bon sous la pluie. Voilà, son père le torturait, voilà. Merci. Ils comparent leur voiture avec la sienne. Est-ce que j'ai le même matériel? Ils se disent, comment je peux le battre? Ils n'y arrivent pas. Alors ils essaient de changer les réglages de la voiture ou de s'adapter à leur style de conduite. Bien sûr, vous ne pouvez pas accepter que vous n'êtes tout simplement pas aussi bon que lui. À un moment donné, vous devez reconnaître, il y a quelqu'un qui est spécial et il n'est tout simplement pas possible de le battre. C'est mon travail de leur faire comprendre ça. Est-ce que c'est cruel? Je ne pense pas. Oh là là, sacré Marco quoi. Clairement non, ils ont pas la même voiture que Verstappen. La voiture étant taillée pour Max et on a vu qu'en début de saison, Perez il faisait quasiment jeu égal avec Max. En tout cas, il était beaucoup plus proche qu'il ne l'était là sur ses dernières courses. Donc il y a bien une raison à ça. Sacré Marco, qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Doit-il prendre sa retraite d'ailleurs? Ciao. Russell, pour lui, Mercedes a légèrement dépassé Ferrari, mais rien n'est sûr pour le Brésil ou Abu Dhabi. J'aime à penser que nous les avons légèrement dépassés. Comme vous regardez la performance, le Mexique était vraiment solide. Nous avons eu la même voiture pour Austin et le Mexique, et la performance était assez différente entre les deux. Donc le Brésil sera intéressant pour voir où nous en sommes. L'Anglais a beaucoup communiqué sur la stratégie au Mexique, mais il assure qu'il n'y avait aucun ressentiment envers son équipe. Je ne pense pas qu'il y ait eu de la frustration en tant que telle. Vous essayez juste de faire passer votre message. Et quand vous êtes en piste, c'est physiquement exigeant. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous vous battez dans la voiture. J'ai essayé de faire passer mon message. Je me sentais bien en médium, le rythme semblait être bon. Avant que Lewis ne rentre au stand, je réduisais l'écart et quand j'étais en tête, je réalisais des records personnels. C'était tellement facile avec le recul. Et peut-être que nous aurions dû reconnaître qu'il n'y avait aucune chance que je puisse dépasser Checo avec le pneu dur. La seule solution aurait été de mettre le pneu tendre. Ouais. Franchement, c'est une occasion de perdu pour Mercedes, je pense. Après bon voilà, c'est passé, maintenant place au Brésil. On verra où en est la W13 dans une semaine. En espérant qu'il n'y ait pas d'annulation évidemment. Ciao. Red Bull va donner suite aux accusations portées par ses adversaires à Singapour. Sérieux quoi, ils en ont pas marre. De toute évidence, ces accusations portées à Singapour étaient extrêmement bouleversantes pour chaque membre de notre équipe, nos partenaires et toutes les personnes impliquées chez Red Bull. S'il y a eu des fuites, c'est extrêmement préoccupant. Nous désirons donc que cela fasse l'objet d'un suivi. Ils vont faire quoi? Ils vont porter plainte pour diffamation? Oh là là.
Horner a refusé de pointer du doigt Shailehan Rao, là, secrétaire général par intérim de la FIA. Rao a précédemment travaillé pour Mercedes en tant que conseillère juridique et proche collaboratrice de Toto Wolff avant de rejoindre la FIA en ce début d'année, alors qu'elle avait déjà été directrice juridique de l'instance dirigeante entre 2016 et 2018. C'est Rao qui, en tant que secrétaire général, a informé Horner que son équipe avait été reconnue coupable. Ok, ça on sait, mais Horner a refusé de commenter toute éventualité que Rao n'ait pas agi de façon transparente dans cette affaire. Ce n'est pas à moi d'en parler ni en juger. Très bien, merci. Alors, autre chose, et j'ai vu ça sur Twitter, bon, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas du tout trouvé la source en fait. Ils disent que c'est Automotor and Sport, là, qui est le truc allemand qui en ont parlé, mais j'ai pas du tout trouvé ça sur leur site, ni sur le Twitter en question, donc je prends ça avec des pincettes, hein, c'est pour ça que je fais pas de vidéo à part pour l'instant. Considérons que c'est qu'une rumeur infondée. Donc en gros, c'est dit que la FIA aurait lancé une investigation pour violation de la réglementation sur le débit de carburant par Red Bull. L'avantage de la vitesse en ligne droite de l'RB18 est remise en question par Ferrari et Mercedes depuis un certain temps déjà. Bon voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé la source de ça, donc on va considérer que c'est un fake pour l'instant. Et voilà, j'en parle vite fait, mais bon, pour moi c'est pas vrai, tant que c'est pas sourcé quoi. On verra si d'autres sites reprennent l'info, et à ce moment-là j'en parlerai dans une vidéo à part. Bref, tout ça pour dire que Red Bull, voilà, bah écoutez, qui porte plainte, hein, après, qui trouvent leur taupe là, ça les soulagera peut-être. Hein. Vous en pensez quoi vous? Ciao. La F1 et les USA, une lune de miel très lucrative, les accords de sponsoring ont bondi. La FEM profite de cette belle exposition. 3 courses donc aux US l'année prochaine, mais les équipes, bien sûr, également. En juin dernier, on apprenait que le diffuseur de la F1, ESPN, allait payer désormais 75 à 90 millions de dollars par an, soit 15 fois plus qu'avant. Ça se voit en particulier avec les nouveaux accords de sponsoring signés, les firmes américaines s'associant avec les équipes de F1. Au total, le nombre d'accords entre les équipes de F1 et les sponsors américains a bondi de 66% depuis 2020, et de 21% sur un an. 161 deals existent à l'heure actuelle entre entreprises américaines et F1, rien que pour la seule année 2022, témoignant de l'ampleur du partenariat entre les deux rives de l'Atlantique. En 2021, il y avait eu 133 accords et en 2020, 97 seulement. Le dernier exemple en date, c'est Haas, qui s'est associé avec MoneyGram, entreprise américaine. Depuis 2 ans, McLaren s'est également bardé de nouveaux sponsors, CNN ou Google, américains aussi. Quant à Red Bull, sponsor titre Oracle, qui vient des USA, on parle de 500 millions de dollars sur 3 ans. Soit plus de 70% du montant des budgets plafonnés couverts par année. Bah, c'est même plus que ça, parce que 500 millions divisé par 3, ça fait combien exactement? Ça fait 166 millions. Bah si, c'est bon en fait. Oracle, il paye le budget de chaque année de Red Bull en fait. Super, incroyable. Donc ils sont sûrs de faire des bénéfices, tout simplement. De manière notable également, les équipes de F1 s'engagent avec des entreprises américaines. C'est non seulement pour l'argent proposé, mais également pour leur nationalité. Une autre société s'est montrée très intéressée, et nous avons choisi MoneyGram, notamment parce que l'autre société n'était pas américaine, a déclaré récemment Steiner. Ferrari, au niveau de la marque, en profite aussi de la revenue du sponsor. 2 sponsors ont accru de 26% en un an. N'oublions pas enfin Williams, qui est passé sous le pavillon américain avec Dorilton Capital, et qu'une autre équipe américaine Andretti fait actuellement le forcing pour entrer en F1. Bon, eux, à mon avis, c'est pas près d'arriver, mais bon, on en reparlera plus tard. Je vous laisse commenter. Domenicali est totalement confiant de voir une saison 2023 serrée. Eh ben, j'espère bien. C'est tout ce qu'on souhaite, hein. Verstappen et Red Bull ont fait un travail incroyable. Peut-être qu'une autre équipe n'a pas saisi la bonne opportunité. Mais ce que nous avons vu sur la piste, la course roue contre roue, c'est ce que nous voulons. Je suis totalement confiant que l'année prochaine, la lutte durera jusqu'à la fin de saison. L'ancien directeur de Ferrari assure que l'attribution des 2 titres n'a pas empêché la F1 d'avoir du succès récemment. Et les dernières courses ont attiré beaucoup d'attention sur le plan sportif. Il y a une lutte entre les équipes qui y jouent, et qui jouent sur la situation financière et la récompense financière si elles obtiennent une meilleure position que les autres. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt pour le Brésil et Abu Dhabi aussi. De même, l'Italien ne s'inquiète pas des possibles retombées moindres pour les dernières courses de l'année, alors que les enjeux principaux sont plus présents. Nous ne voyons pas du tout ce risque. Tout d'abord, lors des 2 dernières courses, nous avons vendu tous les billets, et les chiffres sont vraiment en augmentation. L'attention sera déplacée, bien sûr, sur d'autres combats. Du point de vue sportif, ça fait partie des courses. Très bien, Domenicali, merci à toi. Voilà, tout va bien pour la F1 malgré la domination de Verstappen. Les audiences sont au beau fixe apparemment, donc tant mieux. Hein. En espérant plus de combats l'année prochaine. Ciao ciao. Alors, d'où vient le Hammer Time? Bonne question. Ces paroles sont prononcées par Peter Bonington, ingénieur de course d'Hamilton. Comme à son habitude, Bono exprime ça de façon calme et assurée. Abordant les origines de ces mots, Hamilton a déclaré: « Je pense que j'ai inventé le Hammer Time. Il y a eu un moment où Bono disait des choses comme « c'est le moment d'attaquer ». J'étais frustré car je voulais lui répondre « mec, je pousse déjà à fond ». Alors j'ai réfléchi à ce qu'il pourrait signifier, qu'il est maintenant temps de tout mettre en œuvre, de tout utiliser, de pousser à fond. Et c'est là que m'est venue
qu'il s'agissait du Hammer Time, le moment du marteau, littéralement. Hamilton travaille avec Bonington, qui était auparavant ingénieur de Michael Schumacher depuis son arrivée dans l'équipe en 2013 lorsqu'il a remplacé l'autre septuple champion du monde. Le duo a forgé des liens très étroits au fil des ans, ce qui a aidé Hamilton à maintenir le cap contre vents et marées. Il ne vaut mieux pas qu'il le perde alors. Je suis incroyablement reconnaissant envers Bono. Je pense que nous sommes aujourd'hui l'association de pilotes ingénieurs la plus ancienne. Il a joué un rôle essentiel dans mon succès. Nous avons réalisé un parcours incroyable ensemble. Nous nous sommes soutenus, sur et en dehors de la piste, dans les bons et mauvais moments. J'adore travailler avec lui. Il est comme un frère pour moi. Il est l'une des rares personnes qui peuvent vraiment me supporter dans les bons et mauvais jours. Son calme pendant la course et sa capacité à me guider, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent faire ça. Bon, bah écoutez, il est très satisfait de son ingénieur, visiblement, Lewis. Tant mieux, une association qui marche bien, en espérant que ça dure, même si la saison 2022 a été compliquée. Je vous laisse commenter. Russell, pour lui, Mercedes a légèrement dépassé Ferrari, mais rien n'est sûr pour le Brésil ou Abu Dhabi. J'aime à penser que nous les avons légèrement dépassés. Comme vous regardez la performance, le Mexique était vraiment solide. Nous avons eu la même voiture pour Austin et le Mexique, et la performance était assez différente entre les deux. Donc le Brésil sera intéressant pour voir où nous en sommes. L'Anglais a beaucoup communiqué sur la stratégie au Mexique, mais il assure qu'il n'y avait aucun ressentiment envers son équipe. Je ne pense pas qu'il y ait eu de la frustration en tant que telle. Vous essayez juste de faire passer votre message. Et quand vous êtes en piste, c'est physiquement exigeant. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous vous battez dans la voiture. J'ai essayé de faire passer mon message. Je me sentais bien en médium, le rythme semblait être bon. Avant que Lewis ne rentre au stand, je réduisais l'écart et quand j'étais en tête, je réalisais des records personnels. C'était tellement facile avec le recul. Et peut-être que nous aurions dû reconnaître qu'il n'y avait aucune chance que je puisse dépasser Checo avec le pneu dur. La seule solution aurait été de mettre le pneu tendre. Bah ouais. Franchement, c'est une occasion de perdue pour Mercedes, je pense. Après bon voilà, c'est passé. Maintenant, place au Brésil. On verra où en est la W13 dans une semaine. En espérant qu'il n'y ait pas d'annulation, évidemment. Ciao, ciao. Hamilton, la F1 reste ma priorité devant tous les autres projets. Je dois dire non à tant de choses. Pilote britannique très engagé pour la diversité et l'inclusion est à l'origine de projets comme Mission 44. Récemment, il a investi dans l'équipe de football américain des Denver Broncos, une franchise de NFL, mais aussi établi sa nouvelle société de production de films, Apollo Dawn Films. Ce n'est pas que les projets sont moins importants, mais ma priorité est mon travail au sein de l'équipe. Durant un week-end de course, il y a toujours des moments pour travailler sur Mission 44, par exemple. Je suis toujours capable de diriger le navire, je dispose d'un super groupe de personnes qui s'en occupent, qui font ce que je leur demande, et qui vont dans la bonne direction. Je sais ce que ça fait d'être saturé, et je ne souhaite pas en arriver là. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Rester concentré sur la F1, ça signifie aussi devoir faire beaucoup de déçus lorsque on se nomme Lewis Hamilton. Je dois dire non à tant de choses. On me demande des choses différentes chaque jour, et je dois être capable de repousser des demandes et de dire non. Si je sais que c'est quelque chose qui va affecter mon entraînement, ou qui pourrait impacter le déroulement de mon week-end, c'est un grand non. Il en va de même avec les amis, et mes relations en général. Je dois rester concentré. Pour le moment, je suis pas en couple, et je n'ai pas d'enfant. Pour ceux qui se posaient la question, justement, voilà. Lewis est célib et il ne veut pas être un couple. La F1 est comme mon bébé, tout comme Mission 44. Ce sont les choses que je chéris et dans lesquelles j'essaie de me mettre de l'énergie. Et il a son chien aussi, Roscoe, le fameux. En affirmant en marge du Grand Prix du Mexique qu'il souhaitait prolonger son accord de plusieurs années chez Mercedes, Hamilton se voit piloter en F1 passé 40 ans, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Pour expliquer les raisons à ce changement, le Britannique évoque une compétitivité et une motivation qui sont restées intactes, mais aussi un meilleur équilibre de vie qui lui permet d'avancer plus sereinement. Je suis simplement heureux. Je suis bien plus ancré dans la réalité. J'ai une maison au Royaume-Uni dans laquelle je peux passer du temps lorsque je viens voir l'équipe. Par exemple, ma famille vient me rendre visite, et je sens que je peux emmener l'équipe vers d'autres championnats. Si nous avions connu une saison semblable à celle de l'année dernière, et que nous avions été à l'avant tout le temps, qui sait où je serais maintenant? C'est un processus très intéressant, je suis reconnaissant d'en faire partie. J'ai hâte de renouer avec le succès et de remporter un nouveau championnat. Ça donnera de la valeur à tous ces moments difficiles. Ouais, donc en gros, s'ils avaient connu une saison 2022 comme 2021 et qu'il avait fini par gagner au final, il n'aurait peut-être pas prolongé à l'issue de 2023. Hein. C'est ce qu'il semble vouloir dire là. Bon, écoutez, c'est bien qu'il ait perdu du coup. Allez, je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Perez va arborer un casque aux couleurs de Marvel, d'un film Marvel, le Wakanda Forever, donc Black Panther 2 en gros. Perez a actuellement sa propre série documentaire intitulée Checo, qui est diffusée sur la plateforme de streaming Star+. La série jette un regard sur la vie du pilote Red Bull sur la piste et en dehors. Les 2 premiers épisodes de la série ont été diffusés cette semaine, et dans le 2e épisode, Perez a annoncé qu'il allait faire équipe avec l'une des plus grandes franchises médiatiques actuelles. Lors de la prochaine course au Brésil, Perez portera un casque spécialement conçu pour le film Black Panther, Wakanda Forever. Le film est la suite du premier film Black Panther de 2018 et fait partie du célèbre Marvel Cinematic Universe. L'acteur mexicain Tenoch Huerta a joué un rôle principal dans le film,
ce qui peut expliquer pourquoi Perez fait la promotion du film. Film qui sortira 2 jours avant le Grand Prix du Brésil, le 11 novembre. Perez n'est pas le premier pilote à s'associer à la série de films Black Panther. Auparavant, Hamilton a utilisé un casque spécialement conçu pour le premier film de la série. Le pilote Mercedes a aussi régulièrement fait un geste Wakanda Forever, rendu célèbre par les films. Très bien. Eh bien écoutez, espérons que ce film soit bien. Hein. Je suis pas fan des Black Panther pour le coup, mais bon, je regarderai sûrement celui-là quand même aussi. Pas au cinéma, hein, faut pas déconner non plus. Allez, ciao. La F1 est prête à accueillir une 11e équipe si vraiment elle est incroyable. Alors Andretti est pas mal, après, s'il la considère comme incroyable, je sais pas. Pas pour l'instant, vu qu'elle n'est pas encore acceptée. En ce qui concerne la valeur ou le processus lié à la possibilité pour une équipe d'être dans le championnat, bien sûr, il y a la première étape que nous et la FIA devons avoir un accord pour cela. La première chose que nous devons considérer, c'est que cette éventuelle possibilité apportera une valeur supplémentaire au championnat. Si c'est le cas, bien sûr, on en discutera en interne et nous verrons si ça débouche sur une nouvelle entrée potentielle réelle qui peut bénéficier à la valeur du championnat. En plus de ça, il y a une valeur qu'il faut reconnaître aux équipes déjà engagées dans le championnat, car bien sûr, elles ne peuvent permettre aucune dilution de leur partenariat financier avec la F1. C'est ce qui est écrit dans l'accord de manière concrète. C'est donc vraiment en valeur qu'on mesurera ça, en termes de valeur du point de vue financier et en termes de valeur du point de vue sportif. Pour Domenicali, ce dernier point est d'ailleurs essentiel. Si je peux me permettre, ce n'est pas un problème d'avoir une équipe de plus. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais nous le ferons si ça permet d'avoir de meilleures courses. Par conséquent, nous verrons. Nous surveillons la situation. Si une nouvelle équipe est vraiment incroyable et qu'elle veut discuter avec nous, nous sommes prêts à discuter, mais nous ne sommes pas dans cette position pour le moment. Voilà une dernière phrase qui résonnera certainement de manière très amère dans le plan d'Andretti. Oui, effectivement. Ils vont mal le prendre, je crois. Je crois qu'Andretti pour 2024, ils peuvent dire adieu à leur place. À leur place qui n'a jamais été acceptée d'ailleurs. Ils sont en train de se préparer, mais ils se préparent pour rien en finale. Je vous laisse commenter, ciao. AlphaTauri utilisera moins de pièces venant de Red Bull pour sa F1 2023. J'ai envie de dire, vu les performances exécrables de 2022, est-ce que c'est pas plus mal qu'ils fassent un peu leur tambouille de leur côté, là, parce que c'est un échec total, cette saison 2022 pour AlphaTauri. Ils sortaient d'une très bonne saison 2021, là, c'est l'horreur. Nous concevons quelques pièces supplémentaires pour nous-mêmes, en fait, pour l'année prochaine, admet Edols. Juste à cause de la façon dont Red Bull fonctionne, leurs délais et leur capacité de production sont phénoménaux. Ils peuvent tout faire jusqu'à la dernière minute, ce qui est fantastique. Cependant, pour nous, c'est un processus à plus long terme, et nous voulons évidemment développer notre héros autour de certains aspects de notre F1 que nous figeons maintenant. Ainsi, par exemple, prendre certains de leurs composants, dont nous ne découvrons la conception finale que très tard dans l'année, pour influencer notre héros, car nous les avons développés autour d'une géométrie différente. Évidemment, pour 2023, avec le recul sur ces nouvelles F1, vous gagnez du poids. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, parce que nous en savons plus sur la façon dont ces voitures, ces pneus et ces réglementations fonctionnent. Edols fait clairement référence à la suspension attirant utilisée par Red Bull sur sa RB18, à l'avant, un élément découvert très tard, du côté de Faenza, qui est amené à faire des compromis sur ses propres éléments. À moins que la T04 ne passe aussi sur une telle suspension avant, c'est probablement la suspension arrière qu'AlphaTauri devra concevoir de son côté. Très bien. Et oui, la suspension attirant qui a évité pas mal de marsouinage sur la Red Bull. Ils ont bien géré là, parce que franchement, c'est ça qui a rendu, je pense, en grande partie la voiture très redoutable, en course notamment. Je vous laisse commenter, ciao. Et Ralf Schumacher déclare que Magnussen pourrait lui aussi se faire virer de Haas. Alors, comment te dire, Ralf ? Si vire Magnussen pour mettre Hülkenberg à la place, je comprendrais pas trop. Honnêtement, ils ont pas rappelé Magnussen pour le virer au bout d'un an. Ça paraît un peu impossible. Tout est possible, bien sûr, surtout si on regarde les dernières courses, a déclaré Ralf. Qui sait, Magnussen n'est peut-être plus aussi fermement installé dans son baquet. Si nous regardons les courses depuis Silverstone, nous pouvons conclure que Mick est le plus régulier et le meilleur des deux pilotes. D'autant qu'il a également souffert de malchance avec de mauvaises stratégies. Lors de la dernière course au Mexique, Mick était parfois jusqu'à 6 dixièmes plus rapide que Magnussen. Alors attendons de voir les prochaines courses, j'espère que Haas prendra une décision rapidement. Normalement avant le Brésil, ils ont dit, donc ça ne devrait plus trop tarder. Il serait temps d'ailleurs, parce que les théories fumeuses, là, on commence à en avoir marre. Donc non, ils vont pas virer Magnussen, là ça paraît improbable quand même. Qui sait, peut-être que l'année prochaine nous aurons 2 Allemands sur la grille de départ en F1. Non. Bon, ils disent avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Bon de toute façon c'est bientôt aussi, donc c'est dans 2 semaines, Abu Dhabi, donc j'ai envie de vous dire, on va bientôt savoir, quoi qu'il arrive. Et la semaine prochaine c'est le Brésil, et dans 2 semaines c'est Abu Dhabi. Ça va très vite arriver tout ça. Allez, ciao. Villeneuve critique le système de pénalité après l'accrochage Ricciardo-Tsunoda. La manœuvre du pilote McLaren était incompréhensible, alors qu'est-ce qu'il aurait mis comme pénal lui, du coup ? Il est bien gentil Jacques, mais bon. Selon Jacques Villeneuve, le fait que Ricciardo ait pu obtenir cette 6ème place après sa pénalité doit remettre le système de sanction en question. Mais quoi, tu vas lui mettre un stop and go ? Enfin, je sais pas, un stop and go, ça aurait été plus fort comme pénal. Mais est-ce que c'était mérité, forcément ?
J'ai trouvé la course fascinante grâce au retour des Ricardo qui s'est produit après une tentative de dépassement incompréhensible sur Tsunoda. Je comprends pas pourquoi les pilotes mettent leur roue au niveau de la roue d'arrière de leur adversaire et pensent qu'ils vont prendre le virage ensuite. C'est pas ça, dépasser. Et Tsunoda lui fermer la porte à juste titre. Je comprends pas le système de pénalité non plus. Parfois c'est 5 secondes, parfois c'est 10. Ce ne sont pas les conséquences qui devraient déterminer la pénalité, c'est pourtant le cas. Alors, je suis pas d'accord avec ça honnêtement, parce que pour moi, quand t'accroches un mec, mais qui peut repartir, alors certes, il faut qu'il soit pénalisé, le pilote en question, mais c'est pas comme si tu l'avais fait abandonner. Si tu fais abandonner un pilote à cause de ça, un accrochage, pour moi la pénalité devrait être plus grande. Désolé. C'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, on devrait juger sur les conséquences, justement. Villeneuve a ainsi pris l'exemple de Silverstone 2021, tiens donc, lors duquel Hamilton a accroché son rival Verstappen, qui connaissait un gros accident. Pénalisé, le pilote Mercedes parvenait malgré tout à s'imposer. Hamilton recevait 10 secondes l'année dernière Silverstone, il y a eu du sous-virage et un gros accident en résulté. Il n'y a donc aucune cohérence. C'est toujours soit 5, soit 10. D'ailleurs, les pénalités de temps ne sont peut-être pas les mêmes, ne sont peut-être même pas les plus adaptées. En théorie, vous acceptez parfois votre pénalité car c'est mieux pour votre course, même si 10 secondes c'est une grosse pénalité. Dans le cas de Ricciardo, ça a bien fonctionné. Il a certes dû travailler dur pour ça, et il était même plus rapide qu'Hamilton à un moment donné grâce à ses pneus. Allez, il remet un coup à Hamilton au passage. Il veut pas s'en empêcher ce mec, c'est incroyable. Mais alors, c'est bien gentil Jacques, je veux bien moi. Mais qu'est-ce que tu aurais mis comme pénalité ? Sois plus précis, enfin je sais pas. Donne-nous ta propre pénalité, t'auras mis quoi ? Un stop and go, un drive-through ? Un drive-through c'est quasiment l'équivalent de 10 secondes en plus, ouais, c'est 15 secondes quoi en gros. 15-16, 16-17, je sais pas. Ça dépend du circuit, mais ouais, je sais pas, il dit pas ce qu'il met comme pénal aussi, lui. Ouais, t'es bien gentil, Jacques, mais bon. Alors moi, je trouve que les 10 secondes de Ricciardo étaient plutôt méritées. J'aurais pas forcément mis plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Red Bull Honda n'est pas la seule option pour 2026, mais non à Hyundai et Kia. Non, mais Hyundai et Kia, ils vont pas arriver en F1. Je vois pas quel intérêt pour eux d'arriver en F1. Là, ça me paraît un peu gros. Je les vois mal arriver en F1. Donc, Red Bull Porsche, en résumé, oui, c'est tombé à l'eau au final. Honda qui envisagerait un retour à plein temps. La nouvelle a été confirmée par Red Bull qui est en train de bâtir Hamilton Case, entité Red Bull Powertrain, où se trouvent déjà les moteurs de l'équipe depuis cette année. Produire intégralement son propre moteur coûte excessivement cher et Red Bull cherche donc un collaborateur afin de préparer au mieux le changement prévu en 2026. Les discussions sont en cours, il va maintenant falloir définir la meilleure option possible. Il est très clair que nous n'irons pas vers une option 50-50 en référence à la volonté qu'avait Porsche. Il faut maintenant voir ce que veut précisément Honda. Travailler avec eux est une option, mais il faut voir s'ils veulent imposer leur propre moteur. Concrètement, Red Bull est à la recherche d'un partenaire pour développer la partie électrique du moteur. Honda dispose des infrastructures et des connaissances nécessaires à Sakura. Ce n'est pas le cas de Red Bull. Marco et Red Bull disposent de plusieurs options, mais il ne s'agira pas de Hyundai ou Kia, qui ont marqué un intérêt pour la réglementation 2026. Non, mais de toute façon, je pense pas qu'ils viennent en F1. Bon, après on verra, mais... Marco pourrait faire référence à Bosch et Schaeffler, qui ont développé des groupes motopropulseurs pour la Formule E. Donc, qui seraient tentés par ces deux marques pour la partie électrique de leur moteur. Bon, je pense qu'ils vont prendre la facilité, ils vont retourner avec Honda, et puis voilà, quoi. Donc, bon, à voir, mais je pense que ça va se finir comme ça, au final. Ciao, ciao. Alors, là, Liberty Media encaissera une somme colossale, c'est-à-dire 725 millions d'euros de revenus au 13e trimestre, apparemment. Les recettes ont été légèrement inférieures à celles du deuxième trimestre de cette année, au cours duquel la F1 avait reçu des paiements pour un montant total de 751 millions d'euros. Les bénéfices générés ont été inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, car les paiements aux équipes ont augmenté de 9% pour atteindre 373 millions d'euros, contre 341 un an plus tôt. Le bénéfice est tout de même élevé à 64 millions d'euros, soit 8,9% des recettes. Un grand prix en moins signifie une diminution des revenus de la redevance, mais d'autres revenus ont augmenté, comme la vente des droits de télé, les revenus des abonnements à F1 TV ou le sponsoring. Dominique Callis s'est montré très satisfait de ces chiffres et a déclaré qu'en 2023 ils pourront être meilleurs, notamment parce que le calendrier comptera 24 courses, dont le Grand Prix à Vegas. Et surtout parce que d'importantes prolongations de contrats ont été signées avec l'Espagne, les US et dans 3 pays européens avec Sky. Il a également indiqué que certains frais de commission, de conseil et de transport avaient augmenté, ainsi que ceux liés à la F2 et la F3. En tout cas, une affaire lucrative. Le ratio recette-bénéfice est élevé. Voilà, donc la F1 se porte très bien financièrement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres ? Ciao. Ah, Nelson Piquet qui a refait parler de lui. Il risque la prison pour avoir souhaité la mort de son président. Oui, bah écoutez, foutez-le en prison ce mec-là, il mérite que ça de toute façon. Donc il a été filmé jeudi, en train de souhaiter la mort du président Lula, qui vient d'être élu du coup au Brésil. Le bureau du procureur fédéral à Brasilia a déclaré qu'il allait enquêter sur Piquet pour incitation présumée à la violence et pour avoir stimulé les dissensions entre l'armée et les autres branches du pouvoir.
L'enquête a été déclenchée après l'apparition de Piquet dans une vidéo devenue virale cette semaine, dans laquelle il déclarait Lula au cimetière, en référence à Da Silva qui a occupé la présidence entre 2003 et 2010. Nelson Piquet est une personne de notoriété publique, et de ce fait, il devrait savoir que ces déclarations ont le potentiel d'atteindre des centaines de milliers de personnes. Piquet et la personne qui a enregistré la vidéo devraient témoigner devant la police fédérale du Brésil. Piquet n'a pas fait de commentaire sur la décision d'enquêter sur lui. On va regarder la vidéo, même si bon voilà. Olha com quem eu tô aqui, ó. Esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. C'est vraiment une raclure ce mec en fait, hein. J'ai pas d'autres mots. Hein. Au début de l'année, d'autres vidéos l'ont montré en train de tenir des propos homophobes et des insultes raciales à l'encontre d'Hamilton. Le Brésilien a été largement condamné par la F1, les pilotes et les équipes et l'organe directeur de la FIA. Il s'est ensuite excusé auprès d'Hamilton mais a déclaré que les termes, bien que mal choisis, n'étaient pas destinés à être offensants. Alors j'avais vu une autre capture d'écran hier. C'est un compte sur Insta, Hamilton's Planet. Et il a posté ce mec-là qui gère le compte. Regardez les viewers. Kelly Piquet, quoi. Et il précise tout en bas qu'il ne l'avait pas tagué, donc elle est venue d'elle-même voir les photos d'Hamilton. Bon. J'ai l'impression qu'Hamilton obsède cette famille Piquet, que ce soit le père et la fille et les frères aussi de Kelly. Donc je sais pas, c'est très malsain, ils sont vraiment toxiques, ces Piquet là. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, et le père, faudrait vraiment que quelqu'un s'en occupe, parce que faut qu'il arrête de dire sa merde, de déverser sa merde sur les réseaux sociaux en fait. Qui disent ça en famille, ok, bon, personne n'est là pour voir leurs déclarations, on va dire, mais bon, que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pire que tout, quoi. Voilà, vous en pensez quoi des Piquet en règle générale? Ciao.